Bonsoir. On se retrouve les lundis soirs pour cette nouvelle émission donc, d'Arsenal French Club, le Arsenal French Monday. Une nouvelle, un tout petit peu plus tôt, passé à 20h plutôt, 20h30. Ce soir à 21h, il y a bloc de Première League Liverpool-Manchester United. Donc, préféré décaler un tout petit peu. Pour cette émission, les amis, je vais vous montrer un peu mes invités. Je suis avec deux membres d'AFC, Thomas et Ulysse. Salut les gars. Salut. Salut. Et nous sommes également avec un YouTuber, un créateur de contenu, Florian El Floco. Salut Florian, merci d'avoir accepté notre invitation. Salut les gars, salut à tous. Et bah écoutez, ravi d'être avec vous. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Juste rapidement avant qu'on commence cette émission, si tu veux te présenter ta chaîne rapidement, comme ça Oui. on sait qui tu es et ce que tu fais. Alors du coup, bah El Floco, hein, du coup le nom de la chaîne. Mon vrai prénom c'est Florian. Donc j'ai une chaîne YouTube depuis 4 mois maintenant où on a un peu plus de 2000 abonnés, donc ça fonctionne pas trop mal. Sinon à la base, j'ai créé un compte Twitter il y a 1 an et demi où je fais pas mal de trades. Bon, j'avais un peu arrêté parce que YouTube prend pas mal de temps. Mais voilà, du contenu un peu sur tout. Je fais une émission tous les mardis midi d'une demi-heure, une vidéo d'une demi-heure où je fais un résumé du foot européen. Et voilà, alors en ce moment on parle pas mal de la Coupe du Monde. On a fait il y a quelques semaines une vidéo, grâce à Arsenal French Club d'ailleurs, sur le mercato idéal d'Arsenal. Donc voilà, un peu de contenu sérieux, un peu de contenu détente, enfin en toute bienveillance en tout cas. Donc voilà, pour le gros de la chaîne. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous montrer un peu le sommaire de cette émission avec bien sûr un débrief de la victoire le 3-0 face à Bournemouth à l'extérieur. Ensuite, on fera un tout petit point mercato très rapide avec notamment la rumeur Pedro Neto. On fera un point sur la retraite de Nacho Montréal annoncée cette semaine. Thierry Henry a également fait ses 45 ans. On fera juste un petit détour par là pour évoquer quelques petits souvenirs de Thierry Henry. Et puis on débriefera la fin des épisodes de la série d'Amazon All or Nothing sur Arsenal. Voilà, vous avez un peu le contenu de cette émission, le sommaire. On va tout de suite débuter par le débrief de cette troisième journée de Première League. Donc un Bournemouth-Arsenal, 3-0 pour Arsenal. Un doublé de Martin Odegaard et un but exceptionnel de William Saliba. On aura l'occasion bien évidemment d'en reparler. Je vais déjà faire un petit tour de table comme d'habitude. Thomas, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu pensais un peu de cette performance générale d'Arsenal ce week-end? Bah, c'était vraiment une copie, complète, je dirais presque parfaite parce qu'on a le clean sheet, on a une animation offensive qui est florissante avec, de bons arrêts du gardien de Bournemouth parce que sinon, l'addition aurait pu être plus salée. Et donc c'était rassurant parce qu'on s'attendait aussi à un bloc bas, on s'attendait à un match éventuellement compliqué, puis très vite, bah, on a senti que tout le monde était en confiance quoi, que à tous les niveaux du terrain, derrière, devant, que tout le monde participait offensivement et apportait offensivement, à l'image de Ben White par exemple, qu'on n'attendait pas forcément sur le 2e but je crois. Donc voilà, très rassurant, et surtout, de la confiance, de la sérénité et ça, c'est vraiment agréable à voir, sur 90 minutes, quoi. Avant de passer à un avis un peu extérieur au club de la part de Florian, je vais me tourner vers toi, Ulysse. Même chose, même question. Maîtrise quasiment parfaite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi maîtrisé de la part d'Arsenal en fait. Non, c'est pour pas paraphraser ce que mon collègue a dit juste avant. Mhm. En fait, c'est vraiment ce que j'ai envie de pointer, c'est l'impression de domination qu'on n'a pas vu depuis longtemps chez Arsenal. La saison dernière, on pouvait voir des flashs ou même des matchs assez complets comme on a pu voir, mais vraiment cette impression de domination même si bon, ça reste peut-être une équipe plus faible, avec tout le respect que j'ai pour Bournemouth, on sait qu'on a un niveau suffisant pour les dominer. Mais là, c'est vraiment on a montré qu'il n'y avait pas de doute, dès le début, on marque 2 buts et après, on assoit notre domination, on gère
et puis on met un troisième but en seconde mi-temps. Et comme on a dit, on aurait pu en mettre d'autres. Mais ça, moi, c'est cette impression de domination à chaque poste. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Justement, pour un commentaire sur le chat, hein, j'en profite pour dire n'hésitez pas encore une fois à réagir, à nous poser vos questions, réagir sur les sujets qu'on évoque. J'ai le chat devant moi, j'essaierai d'interagir avec vous le plus souvent possible. Et je vois justement que Guasso qui nous dit Bournemouth est faible, surtout pour avoir justement un avis rejouer, on va dire, notre ressenti sur le match. Florian, qu'est-ce que toi tu en as pensé match contre Arsenal et Bournemouth? Je suis d'accord avec les deux lectures. À la fois, Arsenal s'est montré vraiment puissant et dominant, mais en même temps, Bournemouth, effectivement, a été vraiment faible. Mais même si c'est un avis extérieur, je suis quand même pas mal Arsenal et j'ai pas souvenir d'avoir vu un Arsenal qui paraissait aussi intouchable, même si encore une fois, l'adversaire en face n'était pas forcément très fort. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer dans ce club. Je sens vraiment une bonne dynamique. J'ai l'impression que tous les joueurs sont impliqués là dans le 11 et vraiment c'est beau à voir. Moi, je soulignerais un peu le replacement de Ben White arrière droit. Franchement, c'est pas un truc auquel j'aurais pensé et je trouve que ça marche super bien. Alors, à voir face à une adversité plus forte, mais franchement, je suis assez impressionné de son niveau à ce poste-là, même si forcément il y a un petit peu de lacune technique parce que c'est pas un poste qu'il connaît. Mais moi, ça, j'avoue que là-dessus, j'ai vraiment été impressionné par son match. Ouais, puis Gabriel Jesus, qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe? On sent que c'était vraiment ce qui manquait. Et franchement, c'est fou comment Arsenal est transformé depuis qu'ils ont Gabriel Jesus devant. Justement, là, parler notamment des performances au cœur du match, on a eu un joueur qui s'est un peu réveillé sur ce match-là. Il était très présent les matchs d'avant, mais là, il a concrétisé, on va dire, ses occasions. C'est Martin Odegaard. Je vous mets justement en visuel son match. Il a été élu Man of the Match avec un doublé dans les 10 premières minutes. Thomas, qu'est-ce que ça t'a fait plaisir déjà de voir Martin Odegaard retrouver le chemin défilé, parce qu'il était un peu critiqué quand même sur le début de saison. Ça t'a fait plaisir de le voir aussi impliqué et décisif? Ouais, exactement. Moi, vraiment, j'ai senti du soulagement pour lui à ce moment-là, parce que il y a le poids du brassard, je trouve, qui porte pas forcément facilement, parce qu'à côté, il y a des grosses personnalités, il y a Xhaka, il y a Jesus qui vient d'arriver. Et je pense que ce poids-là, il est pas évident quand on n'est pas, peut-être pas suffisamment décisif, si je veux le comparer à un poste similaire à un Kevin De Bruyne, par exemple, qui est hyper décisif, qui est hyper, dominateur. Bah, c'est pas évident pour lui d'être à la fois, décisif, être dans le jeu, on sait qu'il est bon, on sait qu'il est précieux et qu'il est, hyper talentueux, mais on avait besoin de ça, quoi. Tu sens, je pense sur la, c'est sur le deuxième, si j'ai pas de bêtises, où Gabriel Jesus fait un contrôle un peu Ouais. long et qu'on voit qu'il éclate le ballon de toutes ses forces. On sent qu'il y a un peu de frustration ou en tout cas un besoin de s'affirmer et de montrer qu'il n'est pas là pour juste faire de la figuration à côté des grosses personnalités. C'est pas une personnalité forcément aussi orageuse, si on peut dire ça comme ça, que Xhaka. Mais sur le terrain, on sent qu'il doit faire parler son côté décisif, son caractère, quoi, tout simplement. Donc non, soulagé et content pour lui parce qu'il le mérite finalement dans tout ce qu'il fait sur le terrain et en dehors. Euh, Florian, par rapport à Martin Odegaard, est-ce que déjà, toi, quand il a signé en Arsenal, est-ce que tu es surpris un peu de le voir, on va dire, arriver dans cet effectif d'Arsenal? Et qu'est-ce que tu penses de sa saison dernière et de son début de saison là actuellement? La saison dernière, elle n'a pas forcément été mauvaise, même si elle était un peu en dents de scie. Il avait montré vraiment des bonnes choses sur certains matchs. D'autres où c'était plus compliqué. Et après, c'est un peu à l'image de ce qu'avait montré par exemple Martin Odegaard également à la Sociedad. Moi, je trouve que c'est très bien. Il est vraiment arrivé dans le bon club, j'ai l'impression. Il est en confiance. On a l'impression qu'il se sent bien. C'est bien que Arteta lui ait donné les clés du jeu. Je pense qu'il a besoin de ça, en fait, d'être au milieu comme ça du jeu.
Donc ça, c'est une très bonne chose. J'avoue que quand Arsenal, du coup, a recruté Fabio Vieira, je me suis demandé si c'était pas pour le mettre un peu en concurrence, pour un peu le bousculer. Et le fait de recruter Fabio Vieira et également de lui donner le brassard de capitaine, je pense que c'est vraiment lui donner un peu un coup de boost en lui disant, bon, bah, va falloir que t'assures maintenant, c'est ton moment, quoi. Et je trouve qu'il a très bien répondu lors de ce match. Et c'est bien parce que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent, beaucoup d'intelligence de jeu. Et enfin, je suis vraiment content pour lui qu'il réussisse après des débuts au Real, certes très jeune, mais un peu compliqué. Je vois dans le chat Anzai qui nous dit ce genre de 10 aussi, c'est un peu une espèce en voie de disparition dans le football moderne. Je ne vois pas effectivement, à part peut-être KDB, j'ai pas vu le message d'avant, mais j'imagine que c'est pour dire il est assez décisif aussi la saison dernière. C'est vrai qu'il a fait 6 mois assez impressionnants, notamment en deuxième partie de saison, je crois. Ulysse, toi aussi, j'imagine que ça t'a fait plaisir de voir que Martin Odegaard a été décisif dans ce match et de le voir, on va dire, assumer dans les faits officiellement avec des buts, comme disait Thomas, son statut un peu nouveau de capitaine. Oui, ça m'a fait plaisir. C'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Par rapport en fait aux critiques qu'il a pu avoir par rapport aux 2 premiers matchs, je trouvais ça un peu, enfin c'était justifié mais sévère parce qu'il n'a pas été mauvais déjà. Puis l'équipe a bien tourné, donc voilà, quand l'équipe tourne bien, c'est-à-dire que Martin Odegaard tourne bien. Mais je pouvais comprendre la frustration par rapport à ce qu'il nous a montré la saison dernière, mais il faut aussi, je pense, rappeler que c'est pas le même dispositif maintenant. Xhaka est beaucoup plus haut, donc prend aussi un peu de son espace à lui. Donc il faut aussi que lui s'adapte. Et puis il y a aussi Gabriel Jesus qui a une telle activité en attaque. En fait, on le voit pratiquement partout, Gabriel Jesus. Donc c'est sûr qu'il lui doit s'adapter et à ce nouvel attaquant et le mettre dans les meilleures dispositions. Et pour ça, peut-être du coup qu'il doit un peu s'effacer par moment. Mais c'est pas une excuse non plus. Faut qu'il arrive lui à s'adapter. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Et je pense que c'est bon de rappeler que ces 2 ajustements tactiques et la nouvelle recrue font aussi que ça a changé la manière dont Odegaard joue à Arsenal. On peut le voir, je pense aussi avec Saka. Hein. Saka, il est peut-être moins tranchant que la saison dernière, en tout cas les saisons précédentes. Mais c'est aussi parce que, bah oui, il y a Gabriel Jesus, il y a Xhaka qui monte plus haut. Donc Xhaka, il est déjà à un but de passe décisive, je crois que c'est ce qu'il fait dans une saison normalement. Donc en fait, faut aussi voir qu'il y a des éléments de contexte et qu'en fait, bah, c'est une part de gâteau avec plus de monde pour se la partager. Donc voilà, donc je trouvais ça un petit peu dommage qu'on le critique, mais c'était aussi justifié par quelques aspects. Ça me fait penser, on avait déjà eu un peu la pensée proche qu'on faisait à Mesut Özil. Il y a des matchs, des fois, on n'avait pas l'impression qu'il faisait. C'est ce genre de joueur très fluide en fait, qui fluidifie très simplement le jeu d'une équipe. Et c'est un peu ce qu'on peut dire de Martin Odegaard en début de saison, c'est qu'en fait on le voit moins comme dit Ulysse, mais peut-être qu'on le voit plus dans juste la création du jeu, un peu en amont dans les phases de préparation. C'est pour ça qu'on le voit peut-être moins du côté décisif en fait, un peu comme Mesut Özil quoi. Oui, la comparaison avec Ozil est pertinente, je suis d'accord avec ça. On pourrait également penser un peu à Isco sur certains matchs au Real il y a quelques années, où bon, il y a des matchs où on le voyait vraiment énormément, il y a d'autres matchs où on le voyait pas, mais il suffisait d'un ou deux éclairs de génie pour pouvoir faire marquer son équipe. Et Odegaard, il est un peu comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'il est mieux. Effectivement, c'est vraiment... en fait, il faut pas s'attendre à ce qu'on voit Martin Odegaard pendant 90 minutes toucher 150 ballons, mais faut attendre de lui que dès qu'il a un ballon, en fait, il fasse une différence. Et effectivement, il y a aussi le fait que ça a été dit, mais Gabriel Jesus, c'est pas du tout le même style que Aubameyang, Nketiah ou que Lacazette auparavant, donc il faut qu'il s'adapte également. Donc voilà, mais en tout cas, moi j'ai plutôt un bon pressentiment pour la saison d'Odegaard vraiment. Et le Capitana m'a surpris un peu, mais par contre, je pense que au niveau des performances, on va pas regretter d'avoir pris Martin Odegaard, très clairement. On
va passer parce qu'on a quand même pas mal de sujets ce soir et je voulais parler aussi également. On va parler de Xhaka et Zinchenko juste après, mais d'abord sur William Saliba. On l'avait déjà fait la première émission, mais là son but est, est assez exceptionnel. Tom, est-ce que tu savais que William Saliba pouvait faire ce genre de choses? Je l'ai jamais vu faire de près ou de loin un truc un tout petit peu similaire à ça, jamais. Je me suis dit: «Mais j'ai mal regardé son numéro sur le dos, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est peut-être Gabriel, peut-être en plus du gauche comme ça, sans contrôle, enfin, c'est pas possible, c'est il y a un bug dans la matrice là». Ouais, Non, c'était frappe est- la frappe est parfaite, l'équilibre et puis est parfait, mais il est détendu. C'est ça qui est fou, c'est tu le sens pas stressé. Sur la frappe, il la met, mais il est relâché, détendu. Tu l'impression qu'il met, je sais pas, qu'il met ça à l'entraînement, quoi. C'est vraiment, et elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est pas, c'est, tu attends pas ça d'un gars qui est là depuis, depuis 3 matchs et que ça fait depuis 2 ans et demi qu'on l'attend en club, quoi. Enfin, qui est en prêt, enfin, qui est pas assuré de sa place forcément. Enfin, tu vois, il le fait de manière décontractée, quoi, serein, hyper serein. Et c'est ce que disait un petit peu Zinchenko là dans son interview à la fin du match contre Bournemouth, où il expliquait que bah il avait du mal à réaliser qu'il était si jeune, Saliba, parce qu'il était tellement confiant, serein dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, que bah, on oublie qu'il est si jeune. Et elle a du coup, ça se voit sur ce but-là, quoi. Ça se ressent là-dessus aussi. Hanzai qui nous dit dans le chat l'exemple parfait de comment la confiance peut impacter positivement un joueur. C'est vrai que son but pue la confiance. Et puis Corentin qui nous chante la chanson de Saliba, c'est vrai que au-delà de son but, je vais juste vous remettre rapidement les statistiques en visuel. 83 touches de balle, 100% de passes réussies, 5 récupérations et 1 but. Enfin, encore une fois, Florian, toi qui es un peu, on va dire, de l'extérieur, avec une vue un peu extérieure, comment tu vois le début de saison de Saliba et est-ce que tu t'attendais à un niveau aussi exceptionnel pour un début de saison? Alors certes, on va attendre les gros adversaires, mais il y a quand même Al Palace, c'est pas n'importe quoi non plus. Voilà, il y a eu Leicester non plus. Bah, moi, je suis très content pour lui parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Pourtant, formé à Saint-Etienne et je suis lyonnais, donc voilà. Mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là aussi rapidement en début de saison. Tout bonnement parce que bah, la saison dernière à Marseille, il jouait dans une défense à 3, vraiment dans un style vraiment différent de ce que Arteta peut proposer, pardon. Et je trouvais que par moment dans cette défense à 3, il laissait pas mal d'espace derrière lui et que ça pouvait peut-être potentiellement poser problème dans une défense à 2. Et franchement, je le vois être serein, être en confiance. Je pense que ouais, son but montre toute la confiance qu'il a. Et c'est vraiment top, c'est super bien pour lui. Je pense que il a été parfaitement géré par Arsenal, de le prêter, de le faire revenir, de le remettre en confiance. C'est quand même rare de voir ce genre de choses. Donc non, je m'attendais pas à le voir aussi fort. Alors je suis pas surpris de le voir aussi fort, mais je m'attendais pas à le voir aussi fort rapidement. Donc franchement, bravo à lui pour l'adaptation, on peut dire, hein, parce qu'il a quasiment pas joué avec Arsenal. Donc bravo à lui, franchement, c'est fort ce qu'il fait et ça, je pense qu'Arsenal va avoir un bon défenseur et un très bon défenseur pendant de nombreuses années s'il garde ce niveau-là. Ce sont les 3 premiers matchs qu'il a fait avec Ulysse sur William Saliba. J'ai posté un tweet dans la semaine où, avec une vidéo là, de la fillette qui tourne. Et un peu. C'est chelou pour dire qu'on est passé d'une défense quand même Socratis, Mustafi, David Luiz, Pablo Mari. Bref, on en passe à William Saliba, Gabriel, Ben White, Tomiyasu, Tierney, Zinchenko. Ça va, non? T'as oublié Cédric. Ouais, mais je pense que c'était mon inconscient qui ne voulait pas le mettre dans ce. Et Holding. Ah oui, mais Holding, on l'aime bien, même il a ses défauts, mais on l'aime bien.
Non, mais voilà, j'imagine que ça fait quand même extrêmement Ouais. plaisir de voir comment en quelques années on a pu un peu retourner la situation par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques saisons, quoi. C'est vrai que en tant que fan d'Arsenal, on sait enfin, on connaît l'importance de la défense. On a tellement souffert sur ce point-là, ça fait tellement d'années que de voir des joueurs performants en défense, ça paraît même bizarre des fois. Des fois, j'ai des petits automatismes de non, dégage, alors que bon, il peut faire la passe tout simplement, mais c'est des petits ou alors il va y avoir un carton, je sais pas. Enfin, mais non, non, mais en fait, on les voit sereins. Ils ont il y a l'air d'avoir une compétition, une concurrence saine entre les défenseurs. Gabriel, White, ils ont l'air aussi de s'être bien adaptés à Saliba. Saliba, il est impressionnant. Après, j'attends de voir sur toute une saison, évidemment, là. Bon, c'est 3 excellents matchs qu'il a fait. Oui, Mais bien bon, on sûr. sait que des fois, les défauts de la jeunesse, ça peut être l'irrégularité. Même s'il a l'air d'être déjà un tonton de 35 ans qui a fait toute une carrière, mais on attend de Bah, voir sur toute une saison. tout va vite dans le foot. Exactement. Mais aussi, et puis, dernière chose ce qui fait très plaisir, c'est que, comme je disais, en tant que fan d'Arsenal, on a eu beaucoup de mal avec la défense, et notamment avec les supporters. Enfin, Mustafi, le nombre de vannes qu'on faisait sur lui, enfin, et j'en passe, Socrates, enfin voilà. De voir des supporters qui ont créé une chanson pour un défenseur et le scander enfin, dans un stade à l'extérieur, c'est génial. Et puis enfin, j'espère que enfin, j'imagine qu'il doit apprécier tout l'amour qu'on lui donne après 3 ans de galère à l'envoyer à droite à gauche. J'espère qu'il ressent tout cet amour. Surtout que les fans n'ont pas arrêté de le chanter. C'est Ah, c'était quasiment. incroyable, c'était incroyable. Il a même dit en interview de post-match qu'il fallait lui-même qu'il reste concentré parce que il a entendu quasiment tout le match et ça, c'est dur pour lui aussi de. Mais bon, ça a dû lui faire extrêmement plaisir. D'où la confiance aussi et ce but incroyable filmé. Euh, Ouais. on, on va finir. Il nous reste 5 minutes avant d'enchaîner sur les autres sujets pour parler juste de Granit Xhaka et de Zinchenko. Florian, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Euh, Nous, on avait l'habitude de voir Xhaka beaucoup plus bas que ça, et là, cette année, il est replacé beaucoup plus haut, et Zinchenko prend sa place un peu au milieu de terrain. On l'a même vu quasiment sur le côté droit, au milieu de terrain, quasiment à la place de Thomas Partey. Enfin bref, Zinchenko prend beaucoup de place au milieu de terrain. Est-ce que toi, ça te surprend de voir le niveau de Granit Xhaka, notamment offensivement, en début de saison? Ouais, honnêtement, ça me surprend. J'ai pas une très très bonne image de Granit Xhaka pour le coup. Bon, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage sur Amazon où il était décrié, pour moi, à juste titre, même si des fois c'était un peu sévère. Mais j'avoue que je m'imaginais pas, pardon, qu'il soit aussi bon offensivement. C'est vrai que c'est plutôt une bonne surprise et je pense que c'est pourquoi Zinchenko il a été recruté au poste d'arrière gauche, c'est parce que on connaît Zinchenko qui est toujours capable de se mettre comme ça au milieu. Donc ouais, non, franchement, Chaka, bon début de saison, belle ouais, je suis surpris parce qu'il a une intelligence de jeu que, enfin, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais que je soupçonnais pas. Donc franchement, non, belle surprise et belle idée de la part d'Arteta. Thomas, qu'est-ce que vous en pensez de ce replacement de Granit Xhaka? Est-ce que vous le sentez plus libéré justement avec moins de responsabilités défensives? Vous pensez? Ouais, 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 complètement. Bah, en fait, on se rend compte que plus Chaka est haut, plus il est relâché, serein, confiant dans ce qu'il fait. Il est un peu moins, comment dire? Désespéré dans certains de ses actes où, par moments, on sentait qu'il avait je sais pas, on avait l'impression qu'il portait sur lui le poids de l'équipe et ça se voit un peu dans l'épisode de All or Nothing, quand il fait la faute là, contre Liverpool et qu'il prend son rouge. Hem, tu l'impression qu'à chaque fois, c'est le dernier défenseur quoi, qu'il arrache tout et que voilà. Et plus ça va et plus tu sens qu'Arteta le positionne de plus en plus haut pour qu'il ait plus cette responsabilité-là et qu'il soit le plus, comment dire? Le plus libre possible quoi.
a l'impression qu'on lui dit vas-y. J'ai l'impression que ses consignes sur le terrain, c'est vas-y, fais-toi plaisir. C'est un peu ça. Et déjà, on sentait quand il avait la paire avec Partey, que Partey était tellement serein devant la défense que lui pouvait se projeter, ce qu'il n'a pas forcément avec les autres milieux avec lesquels il a été, Elneny ou autres, ou Lokonga. Qu'avec Partey déjà, il se projetait plus et il était plus serein. Mais là, comme tu disais à l'instant, avec Zinchenko qui se place de plus en plus voilà, dans les demi-espaces où vraiment il est plus central sur le terrain qu'un Tierney par exemple, bah, ça le pousse encore plus et du coup il est encore plus serein. Et bah voilà, c'est curieux, mais on a l'impression qu'Arteta il a trouvé le truc pour obtenir le meilleur de ce que Chaka, pour l'instant, peut proposer et pour l'instant, c'est hyper intéressant. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà vu à ce niveau de performance, enfin, des matchs aussi complets. Je sais pas si j'en ai vu beaucoup, hein, de Chaka comme ça. Puis il a de la continuité, quoi. Sur 3 matchs, il est bon sur les 3 matchs, quoi, vraiment. Avant de passer rapidement à Zinchenko, je voulais porter votre attention sur un article qu'on a écrit cette semaine. C'était une traduction, voilà, un CBS Soccer. Il y a eu cet épisode face à Crystal Palace et il y fait référence. Il y a 3 ans, mes valises étaient prêtes. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à revoir. Ça s'est fait au fil des saisons, hein, mais on ne s'attendait pas à ce que Granit Xhaka soit encore là aujourd'hui, 3 ans après, et à un tel niveau, en tout cas en ce début de saison. Bien sûr, on va nuancer nos propos. On sait qu'une saison, ça dure longtemps et on peut le revoir faire des erreurs et on va sûrement le voir faire une erreur dans la saison. Ça, c'est... Ce serait pas Granit Xhaka, sinon. Ulysse, juste pour finir sur ce débrief, on va dire, ton avis sur Zinchenko. Encore une fois, je l'ai trouvé de mon côté, moi personnellement, exceptionnel. Ok, c'était Bournemouth, mais il a peut-être fait juste une petite erreur, mais sinon son match, c'est incroyable. C'est monsieur propre, hein. Il est vraiment. Il, enfin, il est très bon sur son côté. Et comme vous avez dit, quand il faut aller au milieu, il est très bon aussi. Ça c'est vraiment un avantage d'avoir un joueur comme ça qui est capable d'évoluer sur 2 postes différents. Et je crois que c'est vraiment une volonté qu'Arteta a, que ses joueurs puissent évoluer sur différents postes pour pouvoir combiner et pour pouvoir être souple sur la tactique. Et ça, vraiment, c'est un régal. Et au-delà de sa performance, moi, ce que j'aime chez Zinchenko et je vais lui avouer ma flamme, mais je commence un peu à tomber amoureux de lui parce que j'adore ses réactions quand on marque ou quand il se passe quelque chose sur le terrain. On avait déjà vu sur le penalty refusé à Leicester par la VAR. La réaction, ça a tourné sur les réseaux, sa tête, comme il est tout content. Et là, sur le but de Saliba, il se met à terre. C'est En fait, devenu un ça se mème. voit que c'est un. Ouais, voilà, exactement. Mais en fait, et je pense que c'est aussi la patte Manchester City, c'est que ça se voit que c'est un mec qui veut gagner. En fait, il s'en fiche où il est placé sur le terrain, il s'en fiche de quelle manière. Tout ce qu'il veut, c'est gagner. Et quand il voit ses coéquipiers marquer, il est heureux. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faut dans le vestiaire. Et je pense qu'un mec comme ça dans le vestiaire, ça doit être de la crème parce qu'il doit encourager tout le monde et il doit être là dans les moments difficiles aussi. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je suis très content. Après, j'enterre pas non plus Tierney. Non, la saison est longue. Hein. Il y a beaucoup de matchs. Voilà, exactement. Mais de ce qu'il montre, en tout cas, si c'est censé être le backup de Tierney, c'est incroyable. C'est plus qu'un backup. Voilà. Clairement. On va finir sur ce débrief. Je vais très rapidement parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé au tout début. Mais voilà, après 3 matchs, Arsenal est premier de Première Ligue. Quand on regarde la saison dernière, le retournement de situation, puisque la saison dernière, forcément, on avait 0 points en 3 matchs, on avait 0 but marqué, 9 encaissés, je crois. Là, c'est l'inverse, on est premier, 3 victoires en 3 matchs, première depuis 2004-2005, donc la saison juste après les Invincibles. Et on a 9 buts marqués, 2 encaissés. Enfin bref, tout va bien, on va espérer que ça continue encore longtemps. Et justement, puisqu'on va espérer que ça continue longtemps, le calendrier, c'est Fulham dès ce week-end à l'extérieur. Non, c'est à domicile, je crois d'ailleurs. Je crois qu'il y a une erreur sur notre vidéo. Je crois que c'est à l'extérieur ou c'est à domicile, les gars? À domicile. Je crois que c'est à domicile. Ouais, je crois que c'est à domicile. Vous voyez, il y a une petite erreur sur le vidéo. C'est à domicile. Et donc, on enchaîne également avec Aston Villa
une semaine plus tard, également à domicile. Donc on a potentiellement, là c'est à notre portée sur ce début de saison, de faire un 5/5. Et après il y aura Manchester United et Florian, on espère nous faire 6/6. Et puis juste pour finir sur cette journée, quelques résultats. Bon, Tottenham a gagné. Ils ont eu du mal, mais voilà, ils ont encore gagné. Leicester a perdu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc Fulham qu'on affronte là ce week-end, ils ont gagné 3-2. West Ham a perdu contre Brighton. Manchester City et Newcastle ont fait 3 buts, 3 partout. C'est un match absolument incroyable. Leeds a gagné 3-0 contre Chelsea. Et donc ce soir, Manchester United, Liverpool. Voilà pour cette partie débrief. On a un peu dépassé et on va un peu accélérer sur les prochains sujets. Et donc le deuxième, c'est la retraite de Nacho Monreal. J'ai oublié le mercato. On va parler du mercato juste avant. Je vais pas m'enflammer avant de parler on va rapidement parler du mercato. Je vais juste vous faire un petit point que j'ai pu noter. Donc Alex Runarsson, donc le gardien, est parti en prêt cette semaine, je crois, à Alanyaspor. Je vais y arriver, en Turquie. Pepe semble se diriger vers un prêt vers Nice. Il semble juste qu'il y ait le salaire qui pose encore un petit souci, mais ça devrait se faire. Un jeune Salah Eddin étant parti en prêt, en tout cas ça devrait se faire aussi, parti en prêt à Hull City. Charlie Patino, qui lui est déjà parti, est revenu un peu au club pour une blessure avec Blackpool. Finalement il est reparti à Blackpool, la blessure est moins grave que prévu. Et enfin on a un autre jeune, Brooke Norton-Cuffy, qui est prêté à Rotterdam United en prêt pour une saison en Championship. Je me suis pas trompé, je pense que je me suis pas trompé, les gars. Rotterdam. Je dis Rotterdam, mais je crois que c'est Rotterdam ou Rotterdam, mais bref, j'ai noté ça vite. Bon, bref. Ouais, c'est en Championship. C'est en Championship, voilà, hein, c'est bien ça. Et donc, pour ce qui est des arrivées, on a juste une petite rapide question pour vous, les gars. Pedro Neto, apparemment, on serait sur lui depuis un mois. Ça pose encore souci, c'est pas encore fait. Le Wolverhampton demanderait 50 millions de livres. Les Wolves ne veulent pas le vendre. Bon, apparemment, on est sur lui. Thomas, qu'est-ce que tu penses de Pedro Neto Arsenal? Sincèrement, je suis un peu dubitatif. C'est un joueur qui a principalement joué ailier gauche. Donc pour nous, c'est pas là où on l'attend. Ce serait plutôt en backup de Saka. Un joueur qui a été blessé très longtemps la saison dernière, une grosse blessure au genou. Et qui n'est pas revenu spécialement excellent. Enfin, en tout cas, il n'a pas surnagé. Il a fait beaucoup de bouts de match. Donc, bon, on peut s'interroger sur son niveau. Apparemment, ce serait un joueur qui correspondrait exactement à la manière dont Arteta veut jouer. Donc, j'attends de voir. Après, nous, il paraît qu'on ne veut pas mettre plus de 40 millions. Ça me paraît déjà un beau paquet d'argent pour un joueur qui est pas régulièrement titulaire. À Wolverhampton en plus. Bon, voilà. Je suis un peu perplexe quand même, mais bon, je pense qu'on peut leur faire confiance au niveau des recrues cette saison, même si on est un peu plus dubitatif, je pense qu'on peut leur faire confiance. Florian, peut-être un avis un avis extérieur, mais toi, qu'est-ce que tu penses de Pedro Neto? Est-ce que ce serait une bonne recrue pour Arsenal? J'avoue, partager un peu le même avis. Je suis un peu surpris de l'idée, parce qu'effectivement, il joue plus à gauche, même si c'est un joueur qui est plutôt bon des deux pieds, donc potentiellement, il est capable de jouer à droite. Mais ouais, je pensais que... Alors, du coup, vous pouvez me contredire, mais je pensais qu'on ferait confiance à Harris Nelson, qui avait plutôt fait une bonne saison l'année dernière du côté de Feyenoord. Enfin, je crois qu'il n'est pas parti, hein, je me trompe, j'espère pas me tromper. Non, il s'est blessé, c'est Il pour s'est ça. blessé. Ah, il s'est blessé. Ok, Grave ça marche. blessure. Ouais, Ah oui, blessure. ok, j'avais pas l'info. Ok, donc je comprends mieux du coup l'idée, mais c'est pas sur Pedro Neto qu'en tout cas j'irai quand même, quoi. Je pense que nous, on est tous un peu pas tombés des nues, mais on se dit pourquoi Pedro Neto. Mais sur le profil, est-ce que ça irait à Arsenal ou? Bah, vu qu'il joue à gauche, bon, il y a déjà Martinelli et Smith Rowe qui sont capables de jouer là, donc oui, au niveau du au niveau du jeu proposé par Arteta, effectivement, ce serait possible, mais je trouve que le prix est élevé et je trouve que ce serait mieux de trouver un vrai ailier droit en backup à Saka que jeter sur Pedro Neto. Après, peut-être qu'on sait qu'Arteta aime bien les faux pieds, on va dire, ceux qui rentrent, donc peut-être qu'il a envie de le faire jouer à droite.
Passons donc au deuxième titre de deuxième sujet, la retraite de Nacho Monreal. Nacho Monreal, donc, qui a passé de nombreuses saisons à Arsenal. Il est arrivé en 2013 pour 10 millions d'euros. Il est arrivé à 26 ans, en même temps que Santi Cazorla. Et il est parti donc en 2019 quand Unai Emery est arrivé. Il a pris sa retraite à 36 ans. J'avais une question à vous, par toi, Ulysse. Est-ce que toi, dans l'ère Emirates Stadium, c'est le meilleur latéral gauche qu'on ait connu? Bonne question, bonne question. Juste avant l'émission, quand j'ai préparé un peu, je me suis posé la question parce que c'est vrai que on n'a pas de latéral gauche comme ça qui est resté aussi longtemps au club, en tout cas depuis l'ère Emirates. Mais en fait, c'est un peu paradoxal parce que Nacho Monreal, ça a toujours été c'est un très, enfin, de souvenir qui m'a marqué, c'est un grand professionnel qui donne beaucoup pour l'équipe, enfin qui est toujours à 100%, qui prend pas forcément la lumière dans l'équipe, mais qui a ce côté-là de travailler dans l'ombre et de tout donner. Il avait même fait de bonnes saisons. Mais alors, si on devait se poser qui serait le meilleur latéral de l'ère Emirates, moi je le mettrais en concurrence peut-être avec Gaël Clichy, qui avait été, il me semble, je crois avoir vu meilleur latéral gauche de Première Ligue en 2007-2008. Mais après, mis à part lui, je vois pas forcément de personne à mettre en concurrence avec lui parce que c'est vrai qu'il a pour lui les performances, la longévité. Il a gagné aussi les deux FA Cup et les Community Shield dans les années 2010 avec Arsenal. Donc entre tout ça, je mettrais bien meilleur latéral de l'ère Emirates, latéral gauche. On me dit que j'ai des petites coupures son dans le chat. J'espère que c'est pas trop grave et que vous m'entendez et que vous me comprenez. J'avoue que ça ne m'apparaît pas sur OBS, mais j'espère que c'est pas trop grave au niveau de mon micro. N'hésitez pas à me tenir au courant dans le chat si jamais ça continue. Je vais continuer sur un peu ce débat. Thomas, qu'est-ce que toi tu en penses de Nacho Monreal, sachant que, donc, comme je le disais, il est arrivé en 2013 pour 10 millions d'euros. Il a fait 251 matchs avec Arsenal. Qu'est-ce que tu retiens de lui et est-ce que pour toi c'est donc le meilleur on va dire, de ces 10-15 dernières années? Bah, c'est vrai qu'en fait, il est arrivé un petit peu sur la fin de Clichy, hein, qui partait à City. Il a surtout été en lien avec Gibbs, sur lequel on avait beaucoup plus d'espoir. Gibbs était censé vraiment reprendre le flambeau de Clichy et malheureusement, il n'a jamais vraiment confirmé à haut niveau. Mais c'est vrai qu'il en a vu passer quelques-uns des arrières gauche à sa place qui étaient censés un peu le dépasser. Moi, ce que je retiens, c'est un joueur qui était vraiment voilà, super professionnel, un joueur toujours très engagé, qui était capable de faire tout ce qu'on avait besoin. C'est-à-dire, quand il fallait être décisif devant le but, il était capable d'être décisif. Quand il fallait être très fort en défense, il était très fort en défense. Mais peut-être pas suffisamment bon pour être un titulaire permanent, pour être un titulaire indiscutable. On voit qu'il y a eu des recrues régulièrement avec lui. Enfin, tu sens pas le gars qui est titulaire indiscutable et qui pouvait juste avoir un petit backup comme ça, quoi. Tu sentais qu'à chaque fois, ça pouvait être compliqué par moment et qu'il pouvait être en difficulté face à des gros adversaires. Mais voilà, un gars, je pense, qui a toujours été, au top de son potentiel, parce que c'était un travailleur, parce que c'était quelqu'un qui tapait tout le temps dans le plafond de ce qu'il pouvait faire, mais au moins il était toujours à fond. Je prends la comparaison avec un Kieran Gibbs, on n'a jamais eu l'impression qu'il a pleinement utilisé son potentiel, mais comme beaucoup de jeunes à l'époque, hein. C'était l'époque des Walcott, l'époque des Wilshere ou Diaby ou autres. Où voilà, on sentait qu'il manquait des choses, quoi, qu'il leur a manqué des choses pour aller plus loin. Donc voilà, c'est vraiment ça que je retiens et puis je pense que ça a été aussi à l'époque, un modèle pour toute cette très jeune génération de baby gunners qui étaient en train d'éclore à ce moment-là et je pense que ça a été un exemple de professionnalisme et je pense que c'est aussi pour ça que, tous ces coachs, l'ont gardé, heu, avec eux quoi, tout simplement. On a eu un petit Maël dans le chat qui nous dit RIP André Santos.
Alors là, c'est vrai Ah. que ce mec-là, bon bref. Juste Si on le pour, compare à un Cédric, pardon, je pensais à ça, mais tu vois, un Cédric aujourd'hui, ça me fait penser un peu à ça. Il me fait penser un peu à ce modèle-là, pour je les jeunes. le Tu ouais, sens je le qu'il est trouve il est meilleur, pas titulaire. ouais, ouais. Techniquement, je le trouve quand même ultra il était quand même très, très bon, au Montréal, hein. C'est un peu la tendance peut-être à être un peu sous-coté, C'est ça. ouais. Juste pour finir sur Nacho Montréal, Florian, toi de l'extérieur, c'est vrai que c'est pas le joueur qui fait le plus de bruit, quand on n'est pas forcément dans le club. Est-ce que toi tu as des souvenirs de Nacho Montréal? Je pense que moi je me souviens notamment, alors ça remue le couteau dans la plaie, mais un quart de finale je crois de FA Cup où il marque contre United, je crois. Juste après, il C'est marque le match d'après, il marque contre Manchester City aussi pour pas faire de jaloux. Et c'est l'année où on regagne, enfin c'est la langaine, ouais. on gagne la FA Cup. Mais voilà, peut-être de l'extérieur, toi, comment tu te souviens de un joueur comme Nacho Montréal? Bah, c'est un peu tout ce qui a été dit. C'est vrai que quand tu m'as donné le topo de l'émission, j'ai regardé du coup les défenseurs gauche d'Arsenal depuis 2006, du coup, depuis l'Emirates. Et c'est vrai qu'à part Gaël Clichy, qui me semble, d'un point de vue extérieur, au-dessus, même si c'est des profils complètement différents, c'est vrai que Nacho Montréal, de l'extérieur, on a toujours eu l'impression que c'était un peu une solution de secours. Effectivement, on avait l'impression que Gibbs aurait dû devenir titulaire, mais ne l'a pas été. Et que voilà, ouais, je suis d'accord sur le terme sous-coté, et je pense que en vrai, il a été un peu desservi par les jeux de foot. Parce que, enfin, sur les jeux FUT, par exemple, sur FIFA, il était très lent et souvent décrié. J'ai l'impression que du coup, ça a pris un peu enfin, c'est l'image que ont les gens de Nacho Montréal un peu à cause de ça. Et pourtant, c'était vraiment un professionnel qui avait certes quelques défauts, mais j'ai pas toujours trouvé que c'était le pire Gunners, en tout cas, en défense, surtout quand on voyait l'état de votre défense centrale sur certaines saisons. Donc, Et ouais, franchement, moi j'en garde un vrai bon souvenir en tout cas. Ouais, ouais, franchement, j'ai un bon souvenir de lui. Pas un super défenseur, mais loin d'être mauvais. Et professionnel en tout cas, ça se voyait. Très clairement, on voyait qu'il trichait pas et qu'il donnait tout sur le terrain, quoi. Il a fini d'ailleurs sa carrière. Il a fait. Oui. Je finirai par dire que vous avez un excellent article d'Antoine sur notre site internet où ah si, il a quand même titré Montréal, la fin des nachos. Voilà, si vous pouvez juste oh, aller partager cet article juste pour le titre, ça nous ferait extrêmement plaisir. Et puis sinon, vous apprendrez toute la carrière un peu de Nacho Montréal à Arsenal. On va enchaîner avant le match de Liverpool, ou de Liverpool-Manchester United. Vous allez voir, on va parler des 45 ans de Thierry Henry, puisqu'il a eu 45 ans cette semaine, ou en début de semaine, le 17 août. Thierry Henry, le King, 228 buts, 2 Première League, 3 FA Cup, 4 fois meilleur buteur de la Première League. Bref, au Hall of Fame de la Première League, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur, ça c'est un débat. D'autres ne seront pas forcément de notre avis, mais pour nous, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la PL. Une petite anecdote chacun sur Thierry Henry, et puis comme ça, on va pouvoir enchaîner sur All or Nothing. Thomas, je commence par toi, une petite anecdote sur Titi. C'est peut-être un peu dommage, mais c'est vrai que j'ai en tête, moi, plutôt son retour à l'Emirates, en 2002, quand il revient en match de coupe. 2012. 2012. 2012, bah oui, 2002. 2012, avec le maillot pas beau là, qui était un peu bizarre. Mm. Mais chut, je l'ai ce maillot. Oh. J'ai trouvé que c'était vraiment pas l'un des plus beaux maillots, mais Non, bref. c'est sûr. Ce moment, il est fou parce qu'en fait, tu te rends compte, même si tu pas suivi, l'époque de Thierry Henry, au moment de son top, quand il revient, tu sens le poids qu'il a au niveau du club, des supporters, des joueurs, que quand il revient et qu'il marque ce but, qui est juste un 3e tour de cup, hein, tu te dis: «Mais c'est fou quand même, c'est fou à quel point il a marqué le club, Et il a le marqué les supporters» et c'est peut-être, plat un du des pied. plus grands plats du pied et puis facile. Puis je crois, j'avais vu une interview, où le gardien, il lui dit,
après le match, il lui dit: je sais que tu vas faire ça, je savais que tu allais faire ce geste-là et j'ai quand même pas pu l'arrêter». Donc c'est pour dire que voilà, ce gars-là, il était au-dessus. Il était au-dessus et il a marqué le club et ça s'est vu surtout à ce moment-là. En tout cas, on s'en est encore plus rendu compte, lors de son retour. Bah, tu vois, là, que j'ai mis sur Twitch, là, le visuel, c'est avec ce maillot dégueulasse, comme tu C'est ça. dis, hein, mais moi je le trouve Ah, pas j'ai pas si dit dégueulasse dégueulasse, que ça, mais. j'ai dit, Non, mon mais oui, non, mais je comprends. pas mon préféré. Mais Ulysse, je finirai par toi. Florian, je vais me tourner vers toi. Toi, voilà, comment une anecdote, un souvenir de Thierry Henry comme ça qui ça t'a marqué? Notamment, c'est peut-être Bah, sa carrière Arsenal ou sa carrière en équipe de France, hein, peu importe. ouais, en fait, j'allais citer exactement le même truc parce que je m'en souviens très très bien et on est sans être fan d'Arsenal, j'avais eu des frissons. Mais sinon, sa Ligue des Champions 2006, Aïe. où vous allez en finale contre Barcelone. Ouais, je suis désolé de vous rappeler ça, mais vraiment, il était vraiment trop fort. Je me souviens de son quart de finale contre la Juve, je crois de mémoire, où il avait vraiment été au-dessus. Ouais. Il avait marqué. Je crois qu'il y avait eu 2-0 de mémoire. Fabregas qui marque le premier, il me semble. ouais. Oh, c'est ça, hein. Où il avait vraiment été au-dessus et moi je voulais qu'il gagne la Ligue des Champions en fait. C'était vraiment l'année où j'étais un peu derrière Arsenal, surtout contre le Barça. Je voulais à tout prix que ça aille au bout et au final il perd cette finale, il perd la finale de Coupe du Monde et c'était vraiment une année cruelle pour lui et Surtout que dans la finale en Ligue des Champions, comme le dit Joe Beck dans le chat, il loupe une ou deux occasions. Où ouais, Thierry Henry, il loupe pas ses occasions, quoi. Donc. c'est ça. C'est ça et voilà, après je me souviens également d'un but, mais je sais plus contre qui c'est, où il fait contrôle de la poitrine et il enchaîne une demi-volée qui va lucarne opposée. Chelsea, je crois. Il me semble que c'est ça, ouais, mais enfin, Thierry Henry, Je c'était. crois que c'est juste après que Mourinho ait dit il marque contre des petits clubs et il lui répond après il lui C'est répond ça. donc Chelsea est un petit club ou je sais pas quoi. Enfin bref. Mais oui, Euh, Thierry Henry, pur régal, quoi. Vraiment. Juste pour moi j'allais citer la même pour pas pour j'allais citer exactement la même chose parce qu'en fait c'est la seule chose, enfin c'est pas la seule chose mais bien évidemment que non, mais c'est surtout la chose la plus récente, tellement marquant, et les commentaires du commentateur justement qui disent he may be cast in bronze but it's still capable of producing truly golden moments, un truc comme ça. Enfin bref, rien que les commentaires, t'as les frissons, t'as la statue, enfin bref. Ulysse, pour finir, si c'était pas le même, j'espère. histoire qu'on ait d'autres moments de souvenirs de lui. Moi, en fait, globalement, c'est Thierry Henry qui m'a fait aimer le football. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément les chaînes pour regarder Arsenal. Et en plus, je suis né en 97, donc forcément, la fenêtre de tir pour le voir est assez compliquée. Donc, forcément, il y a le souvenir en 2017 de son prêt. Mais moi, 2012. Oh Vous là n'y là, arrivez pas, les gars. 2012. C'est Non, l'émotion. moi, c'est ça. Moi, j'avais une cassette de la Coupe du Monde 98. À la même. Et en fait, on voit Thierry Henry, jeune. Il n'était pas forcément titulaire en plus, mais Trop fort. il marque quand même. Il marque quand même. Et puis surtout, je le vois avec une telle confiance en lui, tellement désinvolte. Enfin, j'ai tout de suite accroché. Puis après, moi, j'avais FIFA 04 sur la GameCube. Pour ceux qui voient un peu ce que c'est. Et donc, en fait, je prenais tout le temps Arsenal avec Henry. Et puis, bon, après, ouais, moi, là où j'ai vraiment pu le voir, plus apprécié, c'était en 2012. Et puis après, forcément, machine highlights. Hein, donc, tous les highlights sur YouTube, Ouais. quand j'étais jeune, je les dévorais. Is that enough quand il met son coup franc, là. Enfin, bref, c'est un peu régal. Pour finir, pour la dernière anecdote, pour répondre un peu à la. Qui nous a fait aimer le football, moi c'est la même chose. Enfin, on va dire Arsène Wenger, Thierry Henry. Pour la petite anecdote, je supportais pas du tout Arsenal, mais quand j'avais, je crois, 7 ans, mes parents m'ont offert mon premier maillot dans un marché en vacances, dans le sud. Enfin, bref. Je connaissais, enfin, j'étais pas trop. T'as pas cette conscience de te supporter à l'époque où. Premier maillot, c'était un maillot de la saison des Invincibles. Ah oui, pas Voilà. mal. Et donc c'est resté. Incroyable. Et je pense que inconsciemment, je pense que quand j'ai. Voilà, ça a dû rester et ça a continué encore maintenant à faire des
des émissions toutes les semaines sur Arsenal. Là, ça va mieux, mais il y a des saisons, c'est compliqué. Bref, il nous reste 10-15 minutes, on va dire, pour finir. Pour pas trop, parce c'est sûr, on va dépasser, mais pour pas trop dépasser sur le match, on va enchaîner avec le 4e, donc c'est la fin des épisodes de All or Nothing, donc les épisodes 7 et 8. Donc fin de la saison. Directement pour enchaîner, Thomas, peut-être avec le recul des épisodes, quel est ton ressenti sur la série en elle-même? On en échangeait un petit peu là-dessus avant de démarrer l'émission, mais c'est vrai que quand tu es un vrai supporter d'Arsenal qui suit régulièrement, t'as pas forcément l'impression d'apprendre beaucoup. En tout cas, oui, d'apprendre beaucoup sur le club, sur ce qui s'est passé, mais t'apprends quand même sur des personnalités. Tu te rends mieux compte de certaines personnalités que tu vois pas ou tu vois que des bouts quand tu vois les matchs, mais tu te rends compte de comment a vécu le groupe, comment a vécu les moments les plus difficiles. Enfin, tu es plus sur des choses que, je sais pas, qui sont pas visibles habituellement. Et du coup, ça, c'était vraiment intéressant parce que, notamment, Arteta, parce que Arteta, c'est vrai que tu vois bien que, en conférence de presse et cetera, il a une posture assez spéciale, assez fermée, voilà, assez particulière, et tu te rends compte qu'en fait, en tout cas, moi, je trouvais que c'était un sacré leader, quoi, dans les vestiaires, qui a énormément porté, qui porte quand même fièrement, le nom d'Arsenal et l'écusson d'Arsenal, en tout cas dans ses valeurs et dans ce qu'il essaie de porter au groupe, au collectif, avec, perte et fracas, hein, on l'a vu avec Aubame et même avec d'autres. Donc ça, c'est vraiment précieux parce que c'est des trucs qu'on n'a pas l'occasion de voir, ailleurs ou dans d'autres moments. Donc ça a permis vraiment de découvrir le club, le groupe et les personnalités, de manière assez différente et peut-être de mieux comprendre certaines de ses décisions, hem, lors de certains moments un peu clés de la saison où c'était compliqué de comprendre ce qui se passait. Voilà, ça les a un peu mieux disséqués aussi. Florian, de ton côté, justement avec encore ce regard extérieur, heu, qu'est-ce que tu as pensé de la série? Et est-ce que on t'a appris des choses ou voilà, qu'est-ce que tu as pensé de découvrir, on va dire, les coulisses, d'Arsenal par rapport peut-être aux, je sais pas, aux coulisses de la série sur Tottenham ou la série sur Manchester City, par exemple? Moi, c'était la meilleure série, je trouve, par rapport à Tottenham et Manchester City. Moi, j'ai adoré, vraiment. Moi, pour le coup, je connais, enfin, je vois les matchs d'Arsenal, mais je suis pas forcément l'actualité chaude, dirons-nous. Et par exemple, le dossier Aubameyang, tout ça, je l'ai suivi de très loin. Donc, voir comment ça se passe en coulisses et tout, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai eu un gros coup de cœur pour Arteta. Je le pensais pas comme ça. Je le pensais pas aussi exigeant. Je le pensais pas aussi, même si bon, il vient un peu de l'école Guardiola, donc on pouvait s'y attendre. Mais je le trouve vraiment très bon manager. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai bien aimé Edu aussi, qui était un Mmh. peu transparent, je trouvais, sur son travail. Et ça, c'était vraiment une bonne chose. Ouais. Ma petite déception, quand même, je trouve qu'on voit pas assez Odegaard. Parce que moi, quand on a annoncé justement que c'était lui le capitaine, j'étais surpris et je me disais, bah, peut-être que on va avoir des insights et des images qui montrent que Odegaard c'est un leader et ça, on n'était pas forcément au courant. Mmh. Et non, on les a pas eu, du coup, bah, après, peut-être qu'il l'est pas de ce fait, mais je trouve ça dommage qu'on l'ait pas vu autant Ouais, je suis d'accord. que certaines personnes. Mmh. D'accord aussi, je trouvais qu'il y avait certains, notamment du coup Odegaard, où on annonce qu'il est capitaine, qu'il a un rôle dans le vestiaire et au final on le voit pas tant que ça dans la série. Ulysse, peut-être pour enchaîner sur, il y a un moment où moi ça m'a marqué, c'est le passage avec notamment Eddie Nketiah qui parle à Sambi Lokonga et le passage avec Holding qui parle un role player, on va dire, d'être un peu. Il y a eu beaucoup de passages où on disait, où les gens, même avec Elneny, où ils disaient être sur le banc, bon bah voilà, faut faire le taf quand on fait appel à soi. Euh, Ça fait plaisir de voir la mentalité un peu de Eddie Nketiah, notamment un jeune, et qui dit à un autre jeune, voilà, faut se battre, arrête de te plaindre, tu vas avoir ta chance, mais arrête de te plaindre quand. Ouais, bah, d'autant plus que
ça fait des années que lui, il attend. Donc, c'est vrai que je pense Mm. que la phrase de Lokonga envers Nketiah, en tout cas, elle était malvenue. Mais ouais, non, ça fait plaisir. Mais ça se voit sur le terrain. Nketiah, à chaque fois qu'il rentre, il est mort de faim. On se demande s'il y a quelqu'un qui le nourrit, qui le nourrit au club, parce qu'il vraiment, il rentre sur le terrain. À chaque fois, il veut donner. La fin de saison dernière, il a montré qu'il était capable de faire de bonnes choses sur le terrain. Donc, ça fait plaisir. Et pour revenir aussi sur El Neni, El Neni, je le voyais peut-être moins combatif que ça, parce que c'est un peu un garçon qui a toujours le sourire, qui a l'air toujours d'être là pour ses coéquipiers, et on n'a pas cette impression qu'il se bat pour sa place. Et en fait, dans la série, il montre bien et il le dit lui-même que, en fait, ça lui fait pas plaisir d'être remplaçant et qu'il travaille dur pour pouvoir être au niveau d'un titulaire. Et ça, je trouvais ça super de voir ça parce que de l'extérieur, on a tendance à voir El Neni comme un remplaçant modèle, mais pas plus. Et donc, ça fait plaisir. Et puis, ouais, Holding, j'ai bien aimé sa phrase quand les journalistes lui disent enfin, on trouve que vous êtes le plus souriant de tous, ou je sais pas, le plus content. Il dit, bah ouais, je suis de ma passion, pourquoi je serais pas souriant? Et je trouvais ça beau parce que ok, il faut être compétitif, il faut avoir une certaine mentalité, mais je pense que pour être bien en tant que joueur, il faut être bien dans sa vie et savoir qu'un joueur comme ça est heureux et en plus, sur le terrain, ça se voit et qu'en plus, il fait des bonnes performances quand il rentre, ça fait plaisir. Donc, ouais, c'est pas forcément les joueurs les plus mis en avant dans toute la série, mais sur cet épisode-là, c'était cool de voir ces role-players-là Ouais, chez Arsenal. ça répond justement un peu à un débat que tu as fait aujourd'hui sur notre Twitter où Ouais. tu disais l'importance des role-players. Florian, pour finir un peu cette émission, on sous-estime souvent le rôle justement de ces joueurs qui sont pas tout le temps titulaires ou qui sont peut-être un peu moins forts, mais au final, il faut faire appel à eux dans une saison, c'est sûr. On sous-estime souvent l'impact et l'apport que peuvent avoir ces joueurs-là dans un groupe, dans une saison. Oui, on sous-estime beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y en a certains, quand on fait appel à eux, ils répondent aux attentes comme ils peuvent avec les qualités qu'ils ont, mais forcément, c'est toujours un peu en dessous des titulaires en puissance. Donc forcément, il y a des critiques, mais ouais, non, faut pas sous-estimer ça. Je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'ai été surpris par Elneny. D'ailleurs, je suis d'accord. Je m'attendais aussi à que ce soit un mec un peu pas très sérieux, et au final, pas du tout. Donc voilà, moi c'est pareil, je suis pas du tout un grand fan de Holding par exemple. Au final, on voit que c'est un bon gars qui vit sa vie, voilà, qui est heureux, et j'avoue que ça a un peu changé la perception que j'avais de lui. Donc ouais, non, non, clairement, c'est bien qu'ils aient été mis en avant, c'est une très bonne chose de la part de la part d'Amazon. Et ouais, c'est bien, enfin vraiment, c'est bien qu'ils aient été mis en lumière, pardon. Et c'est voilà, c'est très très important dans un groupe. Et si on n'avait pas, bah, malheureusement, s'il y a un blessé, il y aurait personne pour les remplacer. Donc clairement, ils font autant partie de l'effectif et des potentielles réussites que les titulaires, quoi, tout simplement. Pour, euh, pour finir cette émission, il y a eu un moment, enfin donc on voit la fin de saison d'Arsenal, Arsenal qui choke après avoir battu Chelsea, Manchester United et West Ham à la suite. Un gros choke ensuite face à Tottenham et pour le reste de la saison face à Newcastle. Mais bon, on a vu cette semaine que Newcastle allait là-bas et gagner. C'est pas si facile que ça avec les nouvelles recrues qu'ils ont. Donc voilà, Arsenal qui choke là, qui est quand même en Europa League. On va voir un peu ce que ça va donner cette saison. Mais juste pour finir, oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment sympa avec Saka et un jeune qui lui a donné son argent de poche quand il a été victime d'injures raciales après son péno manqué en finale de l'Euro. Donc c'est vrai que c'était un peu le moment un peu touchant, putain de poussière dans l'œil. Ouais. Euh, mais voilà, ça fait plaisir aussi. On sait que c'est aussi de la com, hein. Il y avait les caméras aussi pour ça. Mais bon, bref, c'est touchant que le club ait fait venir ce petit Eddie, je crois. Eddie, je crois. Ah. Et donc voilà. Et moi, je finirais juste par un avis perso sur le fait qu'on ait. J'ai été déçu de ne pas voir l'académie, de ne pas voir le rôle et le travail de Per Mertesacker, et de ne pas voir justement un peu les jeunes. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que c'est l'œil avisé du supporter, et ça aurait été peut-être pareil pour d'autres clubs si on avait supporté d'autres. Bref.
Il y a la Mm. série YouTube en même temps, en parallèle, qu'ils ont sorti, tu sais, sur l'académie. C'est C'est vrai. peut-être pour ça C'est aussi. peut-être pour ça aussi quand ils ont. Oui, tu as raison. Merci. C'est vrai que très intéressante, mais peut-être le voir différemment au cœur de la saison en fait, d'avoir aussi grand public Ouais. perspective du travail aussi de Per Mertesacker qui est un joueur ancien capitaine d'Arsenal qui est très jeune aussi. Donc voilà. On va finir cette émission pour aller regarder de la Première Ligue, pour aller regarder un Manchester United Liverpool. Grand merci Florian. Je vais remettre le visuel avec ta chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. N'hésitez pas, donc tous ceux qui sont là, d'aller vous abonner, etc. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Bah, merci à vous, c'était cool, franchement, très bon moment. Donc, merci à vous pour l'invitation. Pas de souci. Merci à Merci. toi. Merci Merci beaucoup à toi. Thomas. Merci beaucoup Ulysse d'avoir été là, les gars. Merci Albin. Merci, Albin. C'était votre Ouais. première dans l'émission? Ouais. Ah bah Yes. voilà. Bon, ouais, ça s'est très bien passé. Merci les gars. Merci On Florian. espère pas la dernière. ce sera, je ferai chez moi qui fais les plannings, ce sera pas la dernière. Bon, merci beaucoup tout le monde. On se retrouve là la semaine prochaine pour donc une nouvelle émission du Arsenal French Monday. Salut tout le monde. Ciao les gars. Salut.